Bienvenue dans le Meeting Club. Avec ce podcast, nous anticipons les changements, décryptons les futurs enjeux RH, compétences et formations. Je m'appelle Morgane Marietti, je suis entrepreneur, cofondateur de Proactive Academy, l'entreprise qui forme vos salariés. Nous vous proposons un regard croisé sur tous les sujets du moment, avec des experts, des entrepreneurs, des managers. Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Meeting Club. Aujourd'hui, nous allons parler de SEO, de Search Engine Optimization, c'est-à-dire de référencement. Ça complète un peu notre campagne d'épisodes autour du développement commercial et d'acquisition client. Et aujourd'hui, pour parler de ce sujet, je reçois Olivier Andrieux. Bonjour Olivier. Bonjour, Vous allez bien ? très bien, merci. Donc aujourd'hui, vous êtes consultant SEO, vous tenez le site Abondance et Réacteur. Vous êtes aussi un écrivain sur le sujet, vous avez écrit beaucoup de bouquins. On parle aussi dont réussir son référencement sur le web. Peut-être une petite présentation ? Oui, donc je suis basé en Alsace depuis un certain nombre d'années donc je suis consultant SEO depuis 1996 puisque j'ai lancé mon activité en freelance en avril 96, donc ça fait 26 ans maintenant. Et donc je fais principalement des audits de sites, donc j'essaie de comprendre pourquoi les sites de mes clients sont pas obligatoirement bien référencés, bien visibles sur Google, et surtout qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour être mieux visibles et mieux référencés, mieux classés. Et donc des audits d'un côté, des formations de l'autre, avec l'offre Formaséo, qui sont des formations en ligne au SEO, et à côté de ça, les sites Abondance pour l'actualité du SEO, Réacteur, qui est un site de veille, voilà, un certain nombre de sites web, et puis les bouquins, oui, donc trois livres sur le sujet pour les débutants, pour les moyens, et puis pour les confirmés. Donc ça fait pas mal d'occupations autour du SEO. Une expertise cumulée depuis un certain nombre d'années, donc ça c'est intéressant. Donc, l'objectif de cet épisode, c'est de donner toutes les bases en fait à nos auditeurs qui sont souvent, on va dire, novices sur le sujet. On va commencer avec une simple question. Ça consiste en quoi le SEO ? C'est quoi exactement ? Alors, le SEO, c'est déjà, enfin, dans sa finalité, c'est être bien classé sur Google. Voilà. Lorsqu'on a un site web, l'idée, c'est de concevoir ce site web, que ce soit techniquement ou au travers de son contenu éditorial, pour qu'il soit Google friendly ou SEO friendly, c'est-à-dire qu'il soit compris, analysé par les moteurs de recherche, Google, Bing, ou autre, mais enfin, aujourd'hui, c'est plutôt Google qui génère le trafic, qui soit compris, qui soit analysé, et que sur les requêtes représentatives de votre activité, il soit bien classé, donc si possible dans le top 10, c'est-à-dire dans les résultats naturels, et si possible le plus près possible de la première place. Donc l'idée, c'est d'être visible sur Google, et que cette visibilité génère du trafic, et que bien sûr ce trafic soit transformé derrière selon les objectifs du site. Donc avoir un bon retour sur investissement, avoir un bon taux de conversion pour que vous ayez soit des clients, soit récupérer des adresses mail, soit que les gens regardent un certain nombre de pages de votre site, etc., etc. Donc l'idée, c'est que ce trafic remplisse les objectifs que vous avez donnés à votre site. D'accord. Donc, on comprend l'importance de travailler le SEO sur la partie de visibilité de son entreprise, de son activité. J'imagine qu'il y a des règles, en fait, des principes. On parle des fois de piliers, de 3 piliers dans le SEO. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien être référencé ? Oui, alors,
Effectivement, il y a les trois piliers ou le triptyque ou la pyramide. Enfin, il y a plein d'appellations. Mais en fait, effectivement, il y a trois familles d'actions à mettre en place pour être bien référencé et pour avoir donc un site qui est, comme je le disais, compris et analysé par Google. La première, c'est la technique. Il faut que le premier pilier, alors les trois piliers sont la technique, le contenu et les liens. Le premier pilier, c'est la technique, donc faire en sorte que techniquement, le site soit facilement analysé par Google, que ce soit un peu comme une opération porte ouverte finalement pour Google, et essayer également d'indiquer quelles sont ce qu'on appelle les zones chaudes, hein, c'est-à-dire les zones importantes du contenu des pages, pour dire à Google, attention, là c'est important et là c'est moins important. Donc il y a des balises, hein, il y a, sans rentrer dans la technique, hein, mais il y a des balises qui s'appellent le titre tout simplement, hein, qui s'appelle une balise title. Le contenu éditorial doit être structuré. Alors, pour les gens qui connaissent un peu Word, qui utilisent Word, on peut mettre des styles, de style niveau 1, niveau 2, niveau 3 pour structurer le contenu. C'est exactement la même chose pour une page web. Il y a des balises qui s'appellent H1, H2, H3, qui permettent de structurer pour dire bah, ça c'est un titre, ça c'est un sous-titre, ça c'est un intertitre, etc. Et ça permet tout ça à Google de mieux comprendre le contenu des pages ou leur structuration. La possibilité de mettre en gras aussi, c'est une balise qui s'appelle strong en HTML. Strong, ben, le mot en gras aura plus de poids pour Google qu'un mot qui n'est pas en gras, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de règles techniques lorsqu'on crée un site. Toutes les plateformes aujourd'hui que ce soit WordPress ou autre, hein, permettent de créer ces zones et de créer un site plutôt bien optimisé. Après, il faut bien connaître les plateformes. En fait, la partie technique, c'est au-delà du SEO, c'est je connais bien la plateforme de création de site que j'utilise. Et bien sûr, est-ce qu'elle me permet de mettre en place ces différentes règles? Donc, ça c'est vraiment un point important. Si on prend l'exemple de WordPress, par exemple, qui est ce qu'on appelle un CMS, c'est-à-dire une plateforme de création de site la plus répandue sur le web à l'heure actuelle, WordPress permet de faire ce qu'on veut en termes de SEO. Par contre, un site WordPress par défaut n'est pas optimisé. Donc, il faut, est rarement optimisé. La plupart du temps, et il faut faire ce travail d'optimisation, de vérifier qu'il y a bien les bonnes balises au bon endroit, etc. Donc ça, on peut le faire soi-même, hein, c'est possible, il faut avoir quelques connaissances. Soit c'est une agence qui va faire ça, et il faut vérifier aussi que l'agence a quelques connaissances, parce que ce n'est pas toujours le cas. Toutes les agences web n'ont pas obligatoirement des connaissances SEO. Sur la partie technique, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Les erreurs qui sont faites régulièrement? Les erreurs qui sont faites. Alors, d'une façon générale, l'erreur qu'on voit le plus souvent, c'est de mettre en ligne un site web sans avoir pensé au SEO. Ça, c'est un grand classique. On met en place un site web, ah tiens, il faudrait peut-être que je pense à son optimisation pour les moteurs de recherche. Mais ce n'est pas là qu'il faut le faire, c'est avant. C'est avant qu'il soit mis en ligne. Parce qu'en fait, il faut tout refaire. Si on s'aperçoit qu'on n'a pas fait de SEO, qu'on n'a pas conçu le site en fonction des desiderata de Google, quelque part, une fois qu'il est en ligne, ben, ça veut dire qu'il va falloir tout casser et tout refaire, peut-être. Enfin, il y a des grandes chances. Donc ça, c'est pas bon, parce que Google, il va avoir une première version, puis il va avoir une deuxième version, etc. Donc, et puis, c'est beaucoup de travail. On va faire 2 fois le même travail, en fait. Donc, il faut vraiment penser la technique, enfin tout, hein, penser SEO d'une façon générale, à part les liens, puisque ça viendra après. Mais la technique et le contenu, il faut vraiment penser à ça avant la mise en ligne du site. C'est vraiment une erreur extrêmement commune. Après, l'erreur la plus commune en termes techniques, c'est le fait de ne pas mettre ou de se tromper ou de faire du travail de faible qualité sur la mise en place des balises H1, H2, H3, H4, qui sont donc ces balises qui permettent de structurer le contenu éditorial. Alors souvent, soit il n'y en a pas, soit elles sont présentes, mais elles ne sont pas sur des titres ou des intertitres, c'est plutôt dans le footer, dans le bas de page ou sur newsletter ou annoté, ou enfin des mentions ou des titres ou des indications qui n'ont pas de valeur sémantique en fait. En fait, en lisant
le contenu des balises H, ce qu'on appelle les balises H, donc il y a 6 niveaux, hein, H1, H6, comme la structuration dans Word. En lisant ces balises, il faut qu'on comprenne de quoi parle la page. Donc, si vous mettez les balises un peu n'importe où, eh ben, on ne comprend pas de quoi parle la page. Donc, si vous ne comprenez pas de quoi parle la page, Google ne comprendra pas non plus. Donc, c'est vraiment important de bien structurer son contenu éditorial avec ces balises. Titres, intertitres, sous-titres, mettre des intertitres et des sous-titres aussi. Moi, je mets le chapeau, c'est-à-dire le petit résumé au début du texte. Je le mets souvent en H2, par exemple, et les intertitres en H3, le titre en H1. Voilà, c'est une façon de faire. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Il y en a certains mettre le titre en H1, le chapeau en gras et les intertitres en H3. Voilà, il y a plusieurs façons de faire, ça, c'est pas un problème. Mais il faut penser structuration de contenu. Ça, c'est vraiment le problème qu'on voit vraiment le plus souvent. Le title, donc la balise titre, qui est la balise HTML pour le titre de la page, celle-là, d'une façon générale, c'est pas trop mal fait. Mais par contre, la structuration en balise H1, H2, H3, c'est pas très bien fait. Et pourtant, honnêtement, aujourd'hui, toutes les plateformes un peu connues permettent de faire ça. Par contre, comme c'est pas fait par défaut, ben, on ne le fait pas obligatoirement. Et après, ben, ça fait des pages qui ne sont pas bien optimisées. En fait, ce sont des pages qui ne montrent pas à Google quelles sont les zones importantes. Et donc, ben, il ne peut pas, ou en tout cas, il aura beaucoup plus de mal à pondérer son analyse et à comprendre de quoi parle la page. Ok. Donc ça, c'était la partie technique. Alors, c'est vrai qu'il y a des outils voilà, pour créer des sites. WordPress est un des plus connus. La suite, c'est la partie plutôt éditoriale. Donc, c'est la partie contenu. Pour résumer, j'imagine qu'il y a des règles un peu fondamentales. Alors, on fait souvent la différence entre, on va dire, des sites vitrines, où on parle de contenus froids qui sont figés. Et après, du contenu éditorial plutôt chaud, qui en fait continue à alimenter, plutôt sur du content marketing, en tout cas pour ceux qui en font. Est-ce qu'il y a deux approches différentes en fonction de ces deux types de contenus, ou est-ce qu'il y a une vision globale à avoir? Non, tout à fait. En fait, le site de type vitrine, bon, bah, c'est une expérimentation, c'est une présence sur le web. On va essayer d'être bien positionné sur sa marque. Ça n'ira pas beaucoup plus loin que ça, hein. Je tape le nom de mon entreprise, je suis pas trop mal classé, voilà, j'ai mon site vitrine. Faut pas demander plus à un site vitrine. Dès qu'on veut aller un petit peu plus loin, dès qu'on veut avoir un peu plus d'ambition sur le web, et dès qu'on a un peu plus d'ambition, dès qu'on veut avoir un petit peu plus de visibilité, il va falloir un site qui propose plus de contenu, donc plus de pages, qui évolue dans le temps, plus de nouveaux contenus aussi, hein, donc ça c'est important. Et c'est d'autant plus important qu'on va viser des requêtes, ce qu'on appelle des requêtes chaudes, c'est-à-dire des requêtes d'actualité. Si je suis, je sais pas, auteur de livres, ben, je vais peut-être essayer d'être bien classé sur Salon du Livre ou Salon. Voilà. Dès qu'il y a des événements, je vais essayer de me positionner sur des requêtes qui sont plus saisonnières. Et pour des requêtes saisonnières, événementielles, là, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un site web qui bouge beaucoup. Parce qu'en fait, sur ce type de requête, Google va positionner celui qui a parlé en dernier, en fait. Pour être celui qui a parlé en dernier, ben, il faut évidemment proposer du contenu qui est quand même assez avec je ne trouve pas le mot, mais qui est souvent quoi, voilà, Une voilà, actualité chaude, voilà, une actualité chaude et puis du contenu qui est vraiment récent. récent Hmm. et qui est posté peut-être un article par semaine, voilà ce type de choses, hein, qui est une fréquence, voilà, c'est le mot que je cherchais, une fréquence qui est assez forte. Donc, plus on veut coller à une actualité, et finalement, plus on veut aller sur des requêtes différentes. On dit souvent, il faut une page, une requête. Une page web, une requête. Un contenu, une requête. Donc, si vous voulez être positionné sur votre marque, bon, ben voilà, votre site vitrine, ça va. Mais plus, si vous voulez être positionné sur 50 ou 100 requêtes, un mot-clé, ben, ça veut dire 50 ou 100 pages. Donc, voilà, ça veut dire quand même pas mal de contenu à rédiger.
et ça prend du temps, c'est assez chronophage. Et bien sûr, à rédiger, et ça veut dire que la requête visée, il va falloir qu'elle soit dans les zones chaudes qu'on a définies dans la phase technique, c'est-à-dire le title, le H1, le H2, le H3, les mots en gras, etc. Donc, il y a une façon, et il y a un volume de texte aussi aujourd'hui. On a établi que pour être un minimum réceptif par rapport, réactif par rapport aux algorithmes de Google, il faut un texte d'au moins 600 à 800 mots, voire plus de 1000. Alors, voilà, c'est pas une brève, hein, c'est pas 3 phrases, c'est quand même un texte assez approfondi. Alors, c'est pas non plus, il y a l'aspect quantitatif, il y a l'aspect qualitatif aussi, hein. On va pas mettre 1000 mots de bouillie, ça va pas marcher, hein. Il faut quand même que, en fait, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que recherche l'internaute, quelle est la question qu'il se pose, et comment est-ce que je peux répondre au mieux à cette question? Quelle est son intention de recherche, avec peut-être une connotation, est-ce qu'il y a une connotation commerciale, il veut acheter, ou informationnelle, est-ce qu'il recherche juste une information, ou locale, est-ce qu'il il recherche un commerce local, par exemple, etc., etc. Donc, quelle est son intention de recherche? Quelle est la question qu'il se pose? Je dois être le meilleur sur le web pour répondre à cette question, en 600, 800 ou 1000 mots. Après, ça peut faire 2000, mais enfin bon, je ne sais pas si les internautes lisent des contenus de 2000 mots, mais avec quand même un contenu, un volume de texte qui n'est pas négligeable, et le plus d'informations possible, donc un article informatif, intelligent, et qui répond à la demande de l'internaute. Donc c'est un vrai travail, hein. En plus, il faut que ça soit agréable à lire, hein, sans faute d'orthographe, bien sûr, avec quelques illustrations qui vont donner encore des informations supplémentaires. Donc, c'est un vrai travail. C'est pour ça aussi que il y a des métiers qui se créent de rédacteurs et de rédactrices web qui font ce travail pour les sites web, en disant aux gens qui ont des sites web, vous n'avez peut-être pas le temps, pas les connaissances, ou en tout cas pas les connaissances techniques pour pour créer du trafic, pour créer des textes, pardon, intéressants et aussi optimisés pour le SEO. Donc, on va les écrire pour vous et vous pourrez les poster sur votre site. Ce sont des nouveaux métiers qui se développent de plus en plus. Question, donc j'ai plusieurs questions qui me viennent. On parle aussi du taux de rebond et de la durée moyenne en fait sur la page. Est-ce qu'elle va influencer Google sur son positionnement? Alors, la durée de visite sur une page ou sur un site n'est pas pris en compte par l'algorithme de Google. Donc, ça, c'est clair aujourd'hui. Google a l'information via Chrome, via Analytics, hein, mais il en tient compte peut-être dans ses analyses pour essayer d'améliorer ses algorithmes, mais ce n'est pas un critère de pertinence. Pour dire, cette page, les gens passent plus de temps dessus, donc elle sera mieux classée que cette autre page sur laquelle les gens passent moins de temps. Donc ça, c'est pas pris en compte. Et alors après, il y a le taux de clic et le taux de rebond. Là, il faut bien expliquer parce qu'il peut y avoir des ambiguïtés. Le taux de rebond, c'est un internaute va sur une page d'un site et plus le taux de rebond sera fort, plus les internautes sortiront du site pour aller ailleurs sans regarder une autre page de ce site. Donc, c'est le taux de rebond, c'est je rebondis sur le site en fait. Soit je vais ailleurs après avoir lu le contenu du site, de la page, soit je continue à regarder d'autres pages du site. Et donc ça va déterminer le taux de rebond. Ça, c'est pas pris en compte par Google. Clair? C'est pas un critère de pertinence. Google l'a toujours dit d'ailleurs, hein, et c'est assez normal que ça ne soit pas pris en compte par par l'algorithme, puisque le taux de rebond n'est pas un critère de la qualité du contenu. Si je vais sur un article de presse, par exemple, je vais lire l'article de presse, je vais le trouver super bien, donc j'ai toute l'info qu'il me faut, je ne vais pas ailleurs. Donc le taux de rebond très fort, avec un excellent article de presse. Je vais sur un autre article de presse et je commence à lire l'article et puis je m'aperçois qu'il est archi nul. Je m'en vais, je vais ailleurs, taux de rebond fort et pourtant le taux de rebond est aussi fort dans un sens que dans l'autre, dans un cas que dans l'autre. Je vais sur une page de produit sur un site e-commerce. Ah, il me plaît, je vais continuer, je vais acheter. OK, donc le taux de rebond sera faible, etc. Mais ça ne veut pas dire que. Enfin, c'est pas.
le taux de rebond n'est pas obligatoirement un marqueur de la qualité du contenu. C'est très intéressant en termes de marketing, mais pour Google, c'est pas ça qui va pouvoir lui donner des indications. Après, il y a le taux de clic. Le taux de clic, c'est en fait l'analyse par Google, on appelle ça parfois pogo sticking ou dwell time. C'est l'analyse par Google du comportement de l'internaute dans sa page de résultats. Par exemple, l'internaute va aller dans la page de résultats, il va cliquer sur le premier lien, bon, il va aller sur un site, il revient sur la page de résultats, il clique sur le deuxième, il revient, il clique sur le troisième, il ne revient pas. On pourrait penser que le troisième est plus satisfaisant que les deux premiers. Ça, c'est l'analyse du comportement de l'internaute. Ça, c'est pas pris en compte non plus. C'est pas parce que le troisième est plus cliqué que dans le lendemain, il sera deuxième, il passera deuxième. Par contre, ça, c'est des données, et Google, là aussi, il a toujours dit, ce sont des données qui sont emmagasinées et analysées par Google pour améliorer ses algorithmes. En disant, si sur cette requête, les gens cliquent plutôt sur le troisième lien, d'une façon générale, c'est que notre algorithme n'est pas bon. Et c'est que on va essayer de l'améliorer dans X temps pour que, in fine, le troisième lien passe peut-être, d'une façon générale, pour ce type de requête, passe peut-être un petit peu, ou ce type de site passe un petit peu plus haut. Mais en fait, mais c'est pas ce type, ce lien est plus cliqué, donc le site correspondant sera mieux classé. Non, c'est vraiment une analyse beaucoup plus globale, beaucoup plus vue d'avion et beaucoup plus à moyen ou long terme pour Google. Ce sont des indications qui sont prises en compte, mais pas en termes de classement algorithme. Lui, il est meilleur que lui. Tel site est meilleur que tel site. Donc, vous pouvez cliquer autant que vous voulez dans les pages de résultats des moteurs de recherche. C'est une erreur qui est souvent faite. Donc, cliquez, 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 je serai mieux placé. Mais non, en fait, on n'est pas mieux placé parce qu'on est plus cliqué. Ou peut-être dans 2 ou 3 ans, mais encore, c'est une façon globale de l'algorithme qui est changé. Ce n'est pas pour tel site ou tel site. Donc, taux de rebond, taux de clic, fréquence des venues, temps passé sur le site. En fait, d'une façon générale, le comportement de l'utilisateur n'est quasiment pas pris en compte par l'algorithme de Google, par l'algorithme qui classe les pages de résultats Google. Ça fait partie des grands mythes du SEO, et Dieu sait s'il y a des grands mythes du SEO qui existent beaucoup aujourd'hui, mais ça fait partie de ces mythes et des croyances qui tournent autour du SEO. D'accord. Très bien. Plusieurs autres questions sur la partie contenu. Est-ce que le fait aussi d'avoir le volume de visiteurs joue aussi sur le positionnement des requêtes? Non, pareil. Pareil, parce que c'est finalement le trafic, hein, le trafic, le temps de visite, etc. Ça ne va pas jouer. Le fait qu'une page soit plus souvent visitée, ça ne va pas obligatoirement jouer dans le fait que vous soyez mieux classé. On voit des tas d'exemples et des tas de requêtes sur lesquelles des sites peu visités, mais très pertinents, sont mieux classés que des sites beaucoup plus visités, mais moins pertinents. Ce qui joue vraiment au maximum, c'est la pertinence de la page, la pertinence du contenu. Et la façon, et l'optimisation, ce qu'on appelle l'optimisation on-page, c'est-à-dire les balises, c'est OK, le contenu est pertinent, et les balises importantes signalent à Google quelles sont les zones chaudes et quelles sont les zones importantes de la page. Ça, c'est vraiment le fondamental du travail à faire. Sur la sémantique, sur les mots-clés choisis, est-ce que Google va regarder un peu une cohérence? Je donne un exemple. On a souvent des fiches produits où, en fait, on peut faire un peu de rédactionnel, mais on ne peut pas faire de pages qui font 1000 mots parce que ça reste une page produit. Comment on arrive à placer cette page en premier sans, entre guillemets, il faut se servir automatiquement de pages chaudes qui travaillent la même sémantique, les mêmes mots-clés? Alors, l'algorithme de Google, c'est 200 critères de pertinence. Donc, il faut aller piocher là où on peut. L'exemple des fiches produits est bon, hein. Ceci dit, une fiche produit sans texte, ça va être une vraie galère quand même, hein. Donc, il faut quand même un minimum de texte. Alors, ça peut être un descriptif technique, ça c'est nécessaire, indispensable. Et puis, ça peut être aussi un paragraphe de texte qui fait rêver, hein. Enfin, voilà, et en fait, on ne va pas le faire sur toutes les fiches produits, on va le faire que sur les fiches produits importantes du site. Donc,
Oui, il faut du texte quand même sur une fiche produit qui va décrire, mais qui va aussi donner envie à l'internaute. Donc, c'est un travail de longue haleine, hein, mais autant il y a souvent sur un site e-commerce, il y a des produits qui sont un peu plus secondaires et puis il y a des produits qui sont vraiment phares. Ceux-là, il va falloir vraiment les soigner et ceux-là, ils ont besoin d'un texte avec un champ lexical riche, hein. Il y a une notion de champ lexical qui est importante. On optimise toujours une page au travers d'une requête, donc un mot-clé, enfin, ou une suite de termes. Et autour de ça, il va y avoir un champ lexical. Le champ lexical, ce sont des synonymes. Ce sont des mots qui vont, d'une façon générale, permettre de décrire la requête principale, donc dans une fiche produit, de décrire le produit. Donc, si je parle, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai autour de moi? Si je parle d'un écran d'ordinateur, je vais parler de définition, je vais parler de taille, je vais parler de marque, je vais parler de tout un tas de termes, en fait, de visualisation, de couleurs, etc., etc. Des tas de termes qui vont décrire du mieux possible le produit, donc la requête sur laquelle on essaie de positionner la page. Et si possible, sans trop utiliser les mots-clés de la requête, en fait, hein. Par exemple, si je parle de route des vins d'Alsace, parce que c'est un exemple que je prends souvent, si je veux me positionner sur route des vins d'Alsace, parce que j'habite sur la route des vins d'Alsace, je vais utiliser comme champ lexical vigneron, Riesling, village, itinéraire, vendange, cépage, voilà, etc., etc. Donc, beaucoup de termes qui se rattachent finalement à la requête visée, qui dans ce cas-là est route des vins d'Alsace, mais sans obligatoirement citer route, vin ou Alsace. Et en fait, le fait qu'il y ait un champ lexical riche, les algorithmes de Google, qui sont vraiment justement, par rapport à la question, qui sont vraiment très sensibles à la cohérence des mots entre eux, ils vont être titillés par le fait qu'il y a beaucoup de termes qui décrivent sémantiquement la requête visée. Et plus le champ lexical est riche, meilleure sera l'analyse par le moteur et donc meilleur sera le placement derrière. Donc, il n'y a pas besoin de mettre le nom de domaine partout, enfin le mot-clé partout dans le texte pour que ça arrive en premier. Non, mais ça ne marchera pas, ce qu'on appelle du keyword stuffing, c'est-à-dire du bourrage de mots-clés, ça c'était il y a 20 ans. Hmm. Sur les vieux moteurs de recherche, c'était une façon de spammer les anciens moteurs de recherche, mais aujourd'hui, c'est plus une question de dosage en fait. Si j'essaie de viser la requête route des vins d'Alsace et que dans mon texte, il n'y a nulle part route des vins d'Alsace, ça va quand même être compliqué. On ne Hmm. facilite pas la tâche du moteur de recherche. Mais l'idée n'est pas de multiplier à l'infini cette requête, c'est de la mettre aux bons endroits, dans les zones chaudes qui ont été indiquées par l'optimisation technique. Et donc le title, le H1, le H2, le H3, le gras, etc. Donc, ce n'est pas obligatoirement une forte répétition, mais c'est plutôt un bon dosage des requêtes et de la requête visée. D'accord. Et le site au global, est-ce qu'il est classé sur sur une sémantique particulière? C'est-à-dire que si demain on traite de formation et que du jour au lendemain on parle d'agriculture, est-ce que Google va être perdu ou il n'y a aucun lien entre les deux? L'idée, c'est quand même de faire des sites web qui sont, alors on appelle ça clusterisés, c'est-à-dire qui sont dans une thématique de données. Alors, je n'irai pas faire un site web avec de l'emploi, de l'agriculture, de la politique, du sport et des informations locales et de santé, par exemple. Voilà, ça va être compliqué. Ça peut être le cas sur des sites de presse, bien sûr, hein, qui vont avoir plusieurs catégories. Mais si je suis une entreprise et que j'ai vraiment deux types d'activités ou deux types de cibles aussi, ça peut être le cas aussi, particulier, professionnel, ou si je sais pas, imaginons que je vends des fenêtres pour maison et des palettes pour industriels, j'ai plutôt tendance à faire deux sites pour ne pas brouiller le message auprès du moteur de recherche. Si c'est vraiment trop différent, j'aurais plutôt tendance à scinder et à faire deux sites, puisque finalement,
l'internaute qui va arriver, qui est intéressé par les fenêtres sur les maisons, bah, il sera intéressé que par la moitié du site, s'il y a les deux. Et celui qui est intéressé par les palettes industrielles, bah, c'est pas son problème, les fenêtres pour maison. Donc, plutôt que d'intéresser à moitié les gens, il vaut mieux le faire à 100%. Et ça me semble plus logique, même stratégiquement, de proposer deux sites différents. Ok, super. Est-ce que la quantité d'articles ou sa fréquence de publication va jouer? C'est-à-dire que il faut écrire une fois par semaine, une fois par jour, deux fois par mois, enfin, plutôt des gros articles. Enfin, nous, par exemple, de notre côté, on a une stratégie d'écriture de retranscription de nos podcasts qui sont remis en mode écrit avec des articles qui sont très longs et qui sont faits tous les 2 semaines. Voilà, est-ce que ça va changer, ça va être différent si je fais ça tous les jours? Comment Google va analyser cette partie de fréquence? Alors, le fait déjà de mettre les transcripts des podcasts ou des vidéos d'une façon générale, c'est une très bonne chose, hein, on dit toujours que les moteurs de recherche sont des obsédés textuels, hein, et que c'est le texte, aujourd'hui c'est le texte. Hein. La vidéo c'est bien, l'image c'est bien, super, ça permet de donner d'autres éclairages et ça peut être, ça a son intérêt bien sûr, évidemment, mais ce que Google recherche c'est du texte avant tout. Donc effectivement, ça c'est essentiel. Et pareil, moi je fais des vidéos sur mon site, que lorsque je reprends la vidéo, je mets toujours le transcript de ce que je dis dans la vidéo en dessous. Et ça marche 1000 fois mieux en SEO que la même page sans le transcript. Ça, c'est évident, testé, validé, pas de problème. Ensuite, la fréquence, oui, bien sûr, c'est quelque chose. En fait, donc, comment ça fonctionne? En fait, Google fonctionne avec des robots. Google s'appelle Googlebot, le robot de Google. Et Googlebot vient chercher les informations sur votre site. Donc, c'est un petit logiciel hein, qui suit des liens, en fait. Hein, il trouve des liens, il clique dessus. C'est une espèce de cliqueur fou qui clique partout. Et un serial clicker qui va récupérer des pages, et donc notamment les pages de votre site pour les récupérer. Et il va il va calquer sa fréquence de venue sur la fréquence de mise à jour de votre site. Donc, plus un site est mis à jour souvent, plus le robot vient souvent. Donc, le fait d'avoir un site qui est souvent mis à jour, ça fait en sorte que le robot vient plus souvent et que votre site est mieux crawlé, c'est-à-dire mieux exploré, et quelque part mieux référencé derrière. Donc, c'est effectivement une bonne chose. Après, évidemment, il faut avoir le temps hein, de publier, et puis il faut aussi publier des choses intéressantes. Donc, il ne faut pas publier pour publier, ça ne sert pas à grand-chose. Il vaut mieux faire une fois par semaine un très bon article que 5 fois par semaine des articles moyens. Ça, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, il n'y a que l'excellence qui fonctionne en SEO. Vraiment, si on veut vraiment avoir une bonne visibilité, il faut vraiment être au top du top. Donc, c'est pas négligeable. Donc, c'est idéalement le plus souvent possible. Après, ça dépend du temps qu'on a, des sujets qu'on veut traiter aussi. Puis il y a des sujets qui sont plus faciles que d'autres. Moi, j'ai de la chance en SEO, il y a toujours des choses à dire. Et mon site web Abondance, il est mis à jour tous les jours parce qu'il y a de l'actualité tous les jours, tout simplement. Mais il faut aussi prendre du temps pour faire des choses de qualité. Voilà, on met tout ça, c'est une équation à plusieurs paramètres, hein, puis on essaie de mettre tout ça dans un shaker et on essaie de faire le meilleur travail possible. Mais dans l'absolu, plus un site est mis à jour souvent avec du contenu de qualité, et mieux c'est clairement, et meilleurs seront les résultats en SEO. Super. Alors, on pourrait parler de contenu très longtemps et c'est pas le sujet. Même si j'ai plein de questions en tête, on va arriver sur la partie plutôt maintenant le troisième pilier qui sont les liens. Ça joue aussi sur la partie notoriété parce que les noms de domaine ont des scores. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà en général sur ce pilier-là qui sont les liens entre les sites? Alors, les liens, donc, dans la partie troisième pilier, en tout cas, alors, il y a deux types de liens, les liens internes et les liens externes. Les liens internes, c'est le maillage interne, en fait. Ce sont les liens entre les différentes pages du site en interne. Bon, bien sûr, c'est important, hein, donc il faut que chaque page soit accessible en 3 clics maximum depuis la page d'accueil. Donc, c'est pas négligeable, hein, si vous avez un site qui est assez gros ou avec une hiérarchie, une arborescence un peu verticale.
c'est peut-être pas très bon. Donc, il faut juste vérifier, il y a des outils qui permettent de faire ça. Il y a de vérifier que chaque page du site est accessible en 1, 2 ou 3 clics. Voilà, ça, c'est un point important. Il y aurait des tas de choses à dire encore sur le voyage interne, mais je pense que ce point-là est certainement le plus important. Puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les backlinks. Donc, les backlinks, c'est ce qu'on appelle les liens externes, les liens qui viennent d'autres sites, d'autres noms de domaine que le vôtre. Alors, ce n'est pas obligatoirement une question quantitative. On va avoir des milliers de backlinks, des milliers de liens qui viennent d'autres sites, mais si c'est des sites pourris et de faible qualité, Google va les ignorer et ça ne servira à rien. Donc, l'idée, c'est plutôt d'avoir des liens depuis des sites plutôt de bonne qualité, ou en tout cas dans la même thématique. Le lien idéal, c'est un lien qui vient d'un site qui est dans votre domaine d'activité, dans votre thématique, depuis une page populaire, c'est-à-dire la page d'accueil, par exemple, c'est pas mal, ou depuis une page qui elle-même a beaucoup de liens, puisque le lien transfère la popularité, en fait. Une page qui est très populaire, si elle fait un lien vers vous, elle va vous transmettre sa popularité. On appelle ça le jus de lien, le link juice en anglais. Donc, un lien depuis une page qui n'a pas de lien, ben, elle ne va pas transmettre beaucoup de jus, puisqu'elle-même n'est pas très populaire. Elle-même n'a pas beaucoup de liens. Donc, il y a des outils qui permettent de mesurer ça aussi. Souvent, la page d'accueil est souvent plus populaire, donc elle a plus de liens elle-même, donc elle va transférer un petit peu plus de popularité. Si possible, un lien aussi depuis une page dans la même langue que la vôtre. Alors, c'est pas obligatoire, bien sûr, il n'y a pas de problème, mais ça me semble plus cohérent si vous avez un site en français, d'avoir des liens depuis des sites en français ou anglais, etc. Et puis, un point qui est très important, c'est l'encre du lien. L'encre du lien, c'est le texte cliquable. Le texte sur lequel l'internaute va cliquer pour aller chez vous. Donc, le texte qui est présent dans la page distante. Si vous appelez entreprise Tartampion et que le lien c'est entreprise Tartampion, quand on va cliquer, Google va comprendre que la page distante parle de entreprise Tartampion, c'est plutôt bien. Mais si le lien c'est cliquer ici, lire la suite ou pour en savoir plus, le lien indique à Google que la page distante parle de cliquer ici, de lire la suite ou de pour en savoir plus, ce qui sémantiquement n'est pas bon. Vous ne vendez pas des cliquets ici ou pour en savoir plus. Vous vendez, ou votre nom c'est entreprise Tartampion, puis si vous vendez des fenêtres de maison, pour reprendre l'exemple, ben, le lien doit plutôt être fenêtre pour maison, par exemple. Voilà, l'encre, ce qu'on appelle l'encre, ou le texte cliquable, doit décrire le contenu de la page distante. Alors, en maillage interne, c'est facile, on le maîtrise puisque c'est son propre site, mais on ne maîtrise pas toujours les liens que font les autres. Parfois, oui, parce que vous connaissez la personne qui fait le lien. Donc là, vous lui demandez de faire une encre, de proposer une encre un peu descriptive. Par contre, si l'encre, c'est cliquer ici et que c'est un site totalement inconnu et vous ne savez pas comment contacter la personne, bon, ben, c'est pas pire, c'est pas grave, hein, c'est pas pénalisant. C'est juste que enfin, vous n'allez pas être puni pour ça, bien sûr, hein, mais c'est juste, ben, on y perd un peu puisque l'encre n'est pas descriptive, alors que ça aurait été sympa de contacter le webmaster ou l'éditeur du site en disant merci pour le lien, faut toujours être poli, et puis de dire, bah, par contre, l'encre cliquée ici, si tu pouvais changer, ce serait quand même sympa en mettant fenêtre pour maison ou autre, quoi, enfin, quelque chose d'un peu plus descriptif. Donc là aussi, il y a pas mal de critères à prendre en compte. Donc, ce n'est pas obligatoirement, comme je le disais, une vision quantitative, hein, c'est vraiment qualitatif, hein, quelques dizaines de liens peuvent même suffire. Bon, la plupart du temps, c'est plusieurs centaines quand même, hein. Donc ça, il y a des outils comme la Search Console de Google, par exemple, qui va donner des indications sur les sites qui font des liens vers vous. Et donc, quand même, un certain nombre de liens depuis des sites connus, entre guillemets, ou reconnus, ou en tout cas pas des sites bidons qui ont été créés que pour faire des liens, ça arrive malheureusement, et avec une encre de bonne qualité. On parle d'encre bio, avec un texte qui décrit votre contenu. Et là, vous avez un netlinking qui commence. Alors, netlinking, c'est l'ensemble des liens, des backlinks, des liens qui pointent vers vous, qui commencent à être pas mal. Là aussi, c'est très chronophage, c'est hyper chronophage. Hein, c'est ce qui est le plus chronophage avec la rédaction, clairement. Oui, parce qu'on pourrait avoir un très bon site avec globalement des contenus mis à jour et techniquement bien optimisés pour SEO.
et n'avoir aucun lien, et donc avoir automatiquement une difficulté de positionnement par rapport à des concurrents qui sont beaucoup plus calés et avec une meilleure notoriété. Comment on obtient nos premiers liens? Est-ce qu'on attend, il y a notre contenu, mais j'imagine qu'il y a aussi une démarche d'aller chercher des liens, et je sais qu'il y a des services qui proposent de payer des liens aussi. Quelle est votre vision sur ce sujet? Alors ça se joue aussi un peu dans le temps. Quand on crée un site, bon, au début, on n'a pas de lien. C'est normal. Vous arrivez sur le marché, personne ne vous connaît. Donc, il n'y a pas de lien. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de SEO. Par contre, on va pas viser des requêtes très concurrentielles. Parce qu'en fait, on voit bien que lorsqu'il y a beaucoup de sites qui essaient de se battre sur une requête donnée, là, les sites qui passent premiers, c'est souvent ceux qui ont les meilleurs liens. Donc, plus il y a de concurrence, plus il y a de sites qui essaient de se positionner, plus le lien est important. Donc, au début, on ne va pas obligatoirement essayer de viser des requêtes très concurrentielles. On peut avoir des résultats. On dit souvent que le SEO, c'est long, etc. Mais ce n'est pas vrai, c'est faux. On peut avoir des résultats en 1 jour, 2 jours. Moi, j'ai des résultats en 5 minutes, hein. Mais les requêtes que je vise ne sont pas obligatoirement très concurrentielles. Si je veux des résultats rapides, je choisis ma requête en fonction. Lorsque je mets en place un article, lorsque je publie un article, j'essaie, en fait, mon but sur le site Abondance, c'est d'être dans le top 10 de Google, dans le quart d'heure ou au pire l'heure qui suivent la publication, sur la requête choisie. Alors, j'y arrive pas tout le temps, hein, je suis pas un surhomme, hein, mais le choix de la requête est super important, parce que si j'essaie de viser une requête qui est demandée 200 000 fois par mois, c'est même pas la peine, c'est plusieurs mois de travail pour avoir ça. Par contre, des requêtes qui sont demandées entre 1000 et 10 000 fois, et ça, il y a un outil que Google propose qui permet d'avoir le volume de recherche d'une requête mensuelle, entre 1000 et 10 000, c'est des choses qu'on peut avoir. Comme mon site aussi est assez ancien et Google a beaucoup de signaux, j'espère, positifs sur ce site, ça se passe la plupart du temps bien parce que ce site, il a déjà une certaine notoriété et la requête visée, elle n'est pas énormément demandée, entre 1000 et 10 000 par mois, c'est quand même pas complètement nul, hein, ça génère du trafic quand même. Mais je reste sur des requêtes atteignables par rapport à le temps dont je dispose. C'est de l'actualité, donc c'est pas dans 15 jours que je veux être positionné, c'est aujourd'hui et même dans 1 heure. Donc ça, c'est important aussi de cette notion de temps. Au début, on vise des requêtes pour lesquelles on n'a pas besoin de lien. Une bonne optimisation, un bon site et un bon texte, hein, le meilleur possible en tout cas, doivent suffire. Mais au bout d'un moment, on va monter en gamme et on va essayer d'avoir des requêtes, de viser des requêtes plus concurrentielles. Et là, on va avoir besoin du lien. À partir de ce moment-là, bon, déjà, ça a pris un peu de temps. Vous avez eu le temps de faire connaître un peu votre site et le site a déjà récupéré ses premiers liens, ses premiers backlinks parce que le bouche-oreille joue, etc. Moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Alors, j'utilise les réseaux sociaux pour faire connaître mes articles, non pas pour les liens, puisque les liens depuis les réseaux sociaux vers votre site ne sont pas pris en compte par les moteurs, donc le lien ne sert à rien, entre guillemets. Par contre, ça fait de la notoriété, par contre, ça fait du bouche à oreille, et on peut aussi, les liens sont ainsi repris par d'autres sites, etc., etc. Et petit à petit, alors ça se fait pas en 3 jours, hein, c'est clair, hein, c'est un peu de temps, il faut tisser sa maille, hein, on est sur le web. Et petit à petit, en fait, la notoriété va générer du lien. Ce qu'on appelle le linkbait. Le linkbait ou linkbaiting, c'est to bait, c'est appâter à la pêche. C'est en fait proposer un contenu de très bonne qualité, essayer de le faire connaître, et les réseaux sociaux sont très bien pour ça. Et le fait que ce contenu soit de bonne qualité, le fait de le faire connaître indirectement, ça va générer des liens sur des sites web et c'est ça qui va créer les premiers backlinks. Après, effectivement, on peut payer, hein, des plateformes d'achat de liens. Bon, moi, je ne fais pas du tout ça, hein, mais ce n'est pas du tout ma vision du SEO. Mais bien sûr, beaucoup de gens font ça aujourd'hui. C'est interdit par Google, il faut quand même le savoir. Donc, potentiellement, même si Google aujourd'hui ne pénalise plus ça, mais ignore plutôt des liens de faible qualité. Et malheureusement, les achats de liens via ces plateformes sont souvent des liens de faible qualité. Donc,
il y a quand même un risque de payer pour quelque chose qui ne sera pas pris en compte par Google. Mais enfin, parfois, c'est pris en compte, ça peut aider. Bon, par contre, là, oui, il faut sortir la carte bancaire, quoi. C'est ça, mais pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est quelque chose qui est assez classique aujourd'hui. Il faut juste être conscient que c'est interdit par Google, donc potentiellement pénalisable ou ignoré ou autre à voir. Et que c'est pas obligatoirement très pérenne, je pense, comme vision. Mais peut-être que pour commencer, le problème, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de plateformes et qu'elles sont loin d'être toutes de la même qualité. Donc, on peut vraiment acheter quelque chose d'assez pourri et parfois pour un prix assez cher. Donc, bon, voilà, faut bien tester avant et bien essayer de se renseigner sur des bonnes plateformes de vente de liens. Moi, j'ai jamais fait, hein, ça fait 26 ans que je fais du SEO, j'ai jamais acheté un seul lien, hein, donc on peut aussi vivre sans ça, hein, ça existe, heureusement d'ailleurs. Ok, non mais c'est un débat qui revient régulièrement et souvent la qualité de la page et la qualité du nom de domaine, d'où vient le lien, qui fait aussi le prix et l'intérêt ou pas d'avoir un lien ou d'un pour pouvoir aider. Mais en tout cas, votre vision est intéressante. Donc on a vu les trois piliers, il nous reste peu de temps, donc je voudrais qu'on traite d'autres niveaux du SEO. La question c'est, on pourrait se dire, bon ben bon, le SEO, ça peut coûter cher, surtout si on se fait aider, surtout si des articles sont écrits à l'extérieur, ça demande beaucoup de temps. En fait, il suffirait de mettre du Google AdWords sur les mots-clés qu'on cible. Enfin, quel est l'intérêt et la rentabilité du SEO sur du moyen et court terme? Votre vision là-dessus aussi, c'est-à-dire que à un moment donné, par rapport à l'AdWords, quel est l'intérêt, quelle est la rentabilité, le ROI de faire du SEO sur du long terme? Alors, je pense que c'est assez complémentaire, ça peut être complémentaire. Moi, honnêtement, en 26 ans, j'ai jamais fait de Google Ads, j'ai jamais fait de publicité, je pense que voilà, le trafic, le SEO me suffit. Ça peut être assez complémentaire. Google Ads, donc la publicité, ça coûte très cher, mais c'est assez facilement mesurable, mais c'est pas du tout pérenne. À partir du moment où vous arrêtez de payer, c'est mort, hein, vous disparaissez. Google Ads, ça prend du temps, donc de l'argent. En revanche, c'est hyper pérenne. Une fois que vous avez fait du bon travail, on ne perd pas, sauf si vous avez vraiment essayé de spammer Google, normalement, ou cas hyper particulier, normalement, le trafic que vous avez, vous l'avez pour un bon moment, et on ne tombe pas comme ça de la première à la 20e place sur les moteurs de recherche. Enfin, c'est qu'il s'est passé quelque chose de pas normal. Donc, c'est en fait le trafic SEO qui représente environ, enfin, en tout cas, moi, c'est les objectifs que je donne à mes clients, c'est entre 40 et 50% du trafic total via le SEO, ce qui est quand même important. Donc, il ne faut pas être à plus de 50% parce qu'après, on devient dépendant de ce trafic et c'est un trafic qu'on ne maîtrise pas obligatoirement parce qu'il y a des changements d'algorithme, parce qu'il y a des bugs chez Google, parce il peut y avoir des tas de problèmes. Donc, on ne peut pas devenir dépendant du trafic SEO. Donc, et Dieu sait si je le vois souvent. Mais avec entre 40 et 50% du trafic total qui vient des moteurs de recherche, on est plutôt dans une bonne moyenne. Donc, c'est pas négligeable, hein, comme trafic. Et c'est bien sûr faisable, largement faisable. Et c'est surtout très pérenne. C'est la pérennité qui est importante. Dans tous les cas, ça va coûter de l'argent. Alors, soit du temps, c'est de l'argent. Enfin, soit du temps, soit de l'argent. Mais de toute façon, si on sous-traite, ce sera de l'argent. Si on fait en interne, c'est du temps. Mais c'est un peu la même chose finalement. Donc, ce n'est pas une question de budget. Alors, si on ne fait rien, on n'est pas visible. Donc, ça, c'est autre chose. Mais ce n'est pas obligatoirement une question de budget parce que de toute façon, ça va coûter. C'est plus une question de pérennité. Moi, j'ai plutôt tendance à mettre en place des stratégies lorsqu'il y a les deux, SEO et SIA, c'est-à-dire référencement naturel et publicité. Du SEO sur toutes les requêtes à long terme sur lesquelles on veut être vraiment présent cette année, l'année prochaine, etc., pour être le mieux classé possible, et plutôt du SIA, plutôt donc du Google Ads, de la publicité, sur des requêtes saisonnières, événementielles, ou peut-être au début du lancement d'un site, par exemple, parce que le temps que le SEO s'embraye un peu tout ça, hop, tout de suite, là, on lance le site et puis on va faire un peu de pub
pour le lancer, pour le faire connaître. Donc, je parlais de notoriété par les réseaux sociaux, ça peut être aussi via Google Ads d'ailleurs, etc., etc. Donc, c'est plus, je vois plus le SEO sur le long terme, sur un trafic pérenne, et le SIA sur un trafic plus ponctuel, sur des sujets précis, saisonniers, sur des points précis, ou peut-être sur des requêtes qui sont trop concurrentielles, sur lesquelles on n'a pas ni le temps ni l'argent pour faire du SEO, parce que ça va prendre 2 ans de boulot, tellement la requête est demandée. Peut-être que sur celle-là, on peut avoir une stratégie Google Ads qui va donner des résultats beaucoup plus rapides. C'est ça. Par contre, bon, les budgets, il faudra voir, hein, mais en termes de, si on veut être visible rapidement sur une requête concurrentielle, il n'y a que Google Ads qu'on peut utiliser. Le SEO, il faudra du temps. Donc, voilà. En fait, l'un va combler les inconvénients de l'autre, en fait. Et ça peut être tout à fait complémentaire. Il ne faut pas les opposer obligatoirement. Très bien. C'est intéressant. L'autre question, pour terminer, alors j'ai deux questions, pardon, mais pour ceux qui nous écoutent, qui partent de rien, qui ont un petit budget, quelle stratégie on peut mettre en place pour commencer? C'est-à-dire, voilà, si on veut pas passer, ou parce qu'on n'a pas les moyens pour l'instant, par quelqu'un d'extérieur, quelles sont les premières choses à faire pour mettre en place une stratégie de SEO pour réussir à obtenir ses premiers résultats? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut avoir un minimum d'informations, un minimum de connaissances sur le sujet. Alors, je vais prêcher pour ma chapelle, mais c'est aussi pour ça que je fais tout ça. C'est lire un bouquin. Alors, il y a plein de bouquins. Les miens sont bien sûr bien meilleurs que ceux des autres, c'est normal. Il y a des formations en ligne qui ne sont pas très compliquées. Évidemment, mes formations sont excellentes. Voilà, en fait, bon, c'est dit comme une boutade, mais enfin, faites un peu comme vous voulez, mais euh, renseignez-vous. Il faut avoir un vernis pour comprendre. C'est pas compliqué le SEO. Honnêtement, c'est pas compliqué. C'est à la portée de tout le monde, mais c'est une somme d'informations qui est assez importante et qu'il faut digérer, qu'il faut intégrer, qu'il faut digérer. Donc, c'est pour ça que dans un livre, ben, on le fait un peu plus à son rythme. Dans une formation en ligne, on le fait aussi à son rythme, etc. Mais il faut avoir un minimum de vernis. Et en fait, on comprend vite que c'est pas compliqué et que c'est juste des gestes qui sauvent, hein. C'est juste des checklists, des règles à appliquer. Ces règles ne sont pas très complexes. Donc ça, déjà, s'informer, ça c'est vraiment, ok, un bouquin ça coûte pas cher, une formation en ligne, c'est pas non plus hors de prix. Donc s'informer, je pense que c'est la première chose. Ensuite, essayer de comprendre, de connaître la plateforme qu'on utilise. WordPress, Wix, Jimdo, enfin, il y a tellement de plateformes aujourd'hui. Peu importe, la plupart de ces plateformes sont plus ou moins bonnes, mais toutes, elles permettent de mettre en place les fondamentaux du SEO. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, information sur le SEO, une connaissance, même moyenne, mais quand même petit peu poussé quand même de la plateforme, parce que ça, c'est absolument essentiel, parce que si on a la connaissance théorique, mais qu'on ne peut pas l'appliquer sur son site, ça ne sert à rien. Rien que ça. Et ensuite, ben, faire petit à petit, hein, regarder comment mettre en place ce qu'on a appris théoriquement sur son site. Et vous faites ça, mais vous avez fait 75% du SEO. Des connaissances de base du SEO, des connaissances de base de sa plateforme, et puis un peu de temps pour écrire, développer, faire du contenu, utiliser 2, 3 outils. Et franchement, vous serez déjà dans les 10% de sites qui sont plutôt bien optimisés, hein. Ça va vite, hein. Quand je vois ce qu'on me donne à auditer, franchement, il y a beaucoup de sites, et pourtant pour des sociétés importantes, qui sont souvent très mal optimisés, très mal optimisés, parce qu'il n'y a pas cette connaissance du SEO. Donc, c'est pas compliqué, ça va pas demander des jours et des jours de travail, hein. C'est essayer de se renseigner et essayer d'avoir ce vernis sur le SEO et sur son outil, l'outil de création de sites.
Déjà ça, enfin, c'est inestimable, vraiment. Super, merci pour ces premiers conseils. Quels outils on peut aussi conseiller à nos auditeurs d'utiliser pour en fait analyser ce qu'on a mis en place? Alors, il y a Google, la Google Console, on parle du Google Analytics aussi, qui sont deux outils gratuits proposés par Google, mais il y en a d'autres qui peuvent peut-être aider déjà à se mettre un peu en route. Mhm. Oui, alors c'est vrai que la Search Console est vraiment, la Search Console de Google est vraiment un super outil, hein, gratuit. Et alors, sur certains points, il faut quelques heures de vol quand même pour analyser les données. Il n'y a rien de compliqué, mais il faut comprendre. Enfin, il faut toujours essayer. C'est un métier, le SEO, dans lequel il faut être très curieux, donc essayer de comprendre quelles sont les données qui sont fournies, puisque enfin voilà, c'est un outil qui donne beaucoup d'informations, mais bon, voilà, faut regarder un peu. Il n'y a rien de compliqué non plus, mais c'est un vrai bel outil. Moi, j'utilise tous les jours, hein, vraiment la Search Console. Analytics aussi, pour regarder le trafic, hein, quel est le trafic généré par les moteurs, bien sûr. Analytics ou Patomo, ou un outil de mesure d'audience, en tout cas. Moi, j'utilise beaucoup un petit outil qui est gratuit aussi, qui s'appelle Web Developer. Web Developer, c'est un petit plugin qu'on peut ajouter sur Chrome ou sur Firefox, qui va permettre en fait de donner plein d'indications sur la page qui est affichée sur le navigateur. Et notamment, quelles sont les balises H1, H6, quel est le title, la balise métadescription, enfin, etc., etc. Combien de liens sortant de la page, enfin, plein d'infos qui sont très intéressantes. Et c'est un petit outil gratuit, assez facile à utiliser. Donc, Web Developer. Vous allez sur Google, hein, Web Developer Chrome ou Web Developer Firefox, comme ça fonctionne que sur ces deux navigateurs comme requête. Et puis, bon, c'est le premier lien qui permet d'installer l'outil. Après, il y a un outil, lorsqu'on commence à avoir quelques heures de vol supplémentaires, il y a un outil que j'aime beaucoup qui est Screaming Frog, donc la grenouille hurlante en français, hein, Screaming Frog, qui est gratuit jusqu'à 500 URL. Donc, si votre site fait moins de 500 pages, l'outil, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Après, ça coûte entre 100 et 200 euros par an. C'est pas non plus énorme comme tarif. Par contre, c'est un outil qui est vraiment très intéressant parce qu'il va simuler l'exploration du site par Googlebot, en fait, par les robots de Google. Il va récupérer toutes les pages de votre site comme un aspirateur finalement de site, hein. Il va récupérer toutes les pages et il va vous indiquer des tas d'informations sur vos balises, les balises en double, les pages qui n'ont pas telle balise, etc., etc., le nombre de clics qu'il faut pour aller à telle page, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on appelle un crawler ou un explorateur de site, un outil de crawl ou d'exploration, et qui est vraiment, c'est pareil, c'est un outil que j'utilise tout le temps, et pour les audits de sites, par exemple, c'est un outil qui est absolument indispensable. Voilà, déjà, vous avez la Search Console, Analytics, un petit outil web développeur ou page par page, vous allez pouvoir voir quelle est l'optimisation. Screaming Frog, gratuit jusqu'à 500 URL. Ben là, si vous avez un site pas trop gros, vous n'avez pas déboursé un seul euro et vous avez déjà une petite trousse à outils de départ qui est vraiment très sympathique. Après, des outils, il y en a des centaines, hein. Il y en a des centaines, voire plus. Donc après, il faut voir en fonction de ses besoins quel outil on va utiliser, des outils d'analyse de liens, des outils d'analyse sémantique. Et un autre outil qui est très bien, c'est le planificateur de mots-clés de Google, qui est gratuit. Euh, donc, c'est planificateur Google, la requête, hein. Et il faut avoir un compte Google, il faut avoir un compte Google Ads, hein, mais on n'est pas obligé d'avoir une campagne active, une campagne publicitaire active, mais c'est notamment l'outil qui va fournir le volume de recherche mensuel sur une requête. On va savoir si une requête, elle n'est pas du tout demandée ou si elle est demandée 200 000 fois par mois, par exemple. Donc, ce qui permet d'avoir une information au niveau concurrentiel. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi, j'aime bien viser des requêtes qui sont demandées entre 1000 et 10 000 fois par mois, parce que c'est des requêtes qui ne sont pas trop difficiles à atteindre en termes de positionnement. Et ça, c'est le planificateur Google qui permet d'avoir l'information. Mais il y a aussi d'autres outils comme SEMrush, comme Rank Explorer, comme Youdá Insight, etc., qui fournissent cette information. Ce sont des outils payants. Mais il y a parfois un peu plus d'informations, d'analyse, etc. En fait, voilà, il y a des outils, il y en a tellement. Je pense qu'il faut commencer petit,
le fait de commencer petit, on va vite s'apercevoir qu'on a des manques en termes d'outils, qu'on voudrait bien avoir un outil qui fait ça ou ça ou ça. Et là, on va chercher l'outil qui fait ça, ça ou ça. Mais c'est pas la peine d'avoir 50 outils au début. C'est pas la peine non plus d'avoir une cave remplie d'outils si vous voulez juste scier une branche, quoi. Ça sert pas à grand-chose. Donc, il vaut mieux commencer petit. Et puis, en fonction des besoins, des attentes, on va trouver un outil. On va trouver obligatoirement un outil. Il y en a pour tous les besoins. Mais il y en a tellement que il faut d'abord définir les besoins. C'est quand même pas négligeable. Et après, l'idée, c'est de demander éventuellement sur les réseaux sociaux, j'ai tel besoin, quel outil est-ce que vous me proposez? Et les gens qui utilisent ce type d'outil vont indiquer quel est l'outil qu'ils proposent. Après, tous les outils sont accessibles, ont au moins une version de test gratuite. Là, on le teste et puis ça convient, ça convient pas, on en cherche un autre. Mais on n'est plus dans la situation comme il y a 15 ans, par exemple, où toutes les agences SEO créent leurs propres outils en interne parce qu'il n'y avait pas d'outils sur le marché. Aujourd'hui, il y en a tellement que c'est plus une problématique de choix et plus personne, ou c'est très, très rare qu'une agence ou un SEO crée son propre outil parce qu'on a tout ce qu'on veut sur le marché. Super. Écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Je pense que, chers auditeurs, vous avez eu en fait plein de conseils, plein d'astuces pour commencer et optimiser votre SEO et peut-être reprendre à zéro certaines choses que vous aviez loupées. Olivier, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Vous aurez sur notre page bien sûr un lien pour retrouver les sites sur le SEO de Olivier Andrieux ainsi que son livre. Et donc voilà, donc merci Olivier, je vous dis à bientôt. Et Merci beaucoup. on se dit, nous, chers auditeurs, dans le prochain épisode du Meeting Club. À très bientôt et passez une très bonne journée. C'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétences de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours. Et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club.